pour la première fois à Diaspora TV. Des fois, je vous suis à travers l'Afrique, mais cette fois-ci, je vous ai de visu et je suis très honorée. Je suis le professeur Guiwanja Joséphine, mathématicienne économiste, agrégée et docteur d'État en mathématiques. Je suis professeur des universités et là, je suis aussi l'ambassadrice des femmes internationales mathématiciennes. Et j'ai été donc sollicitée par, je dirais, mon fils, Tadé Diosmonde, à patronner cet événement qui est, quand on dit les tresses africaines, quand on parle de tresses, on parle de femmes. Donc quand on parle de femmes en Afrique, moi je suis présente. Et c'est pour ça que je suis venue. Disons, cet événement, j'ai patronné, mais je dois donner une conférence sur l'autonomisation de la femme africaine rurale et urbaine, disons à l'horizon 2030, les enjeux. Et j'ai accepté de donner cette conférence parce que je m'intéresse, quand on arrive à un certain niveau, on s'intéresse aussi aux petites sœurs, aux filles et à leurs problèmes des femmes en Afrique. Et disons, le déroulement, c'est la première fois que j'assiste au festival. Et le thème qui est les tresses, comme je vous ai dit, ça m'intéresse aussi parce que les tresses, c'est inhérent à notre vie en Afrique. C'est maintenant qu'on se défrise les cheveux, mais avant. Et d'ailleurs, on revient, je vois qu'on revient même là-dessus. Parce que on commence à. Même quand je vois les Européens tressés, je suis très enchantée en disant notre culture aussi. Hein, on l'exporte. Il n'y a pas que prendre ailleurs, il faut aussi donner. Hein, nous devons être dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc le déroulement, disons les organisateurs ont bien ficelé le déroulement. Il y aura non seulement des compromisses, mais il y aura aussi un match de football pour la lutte contre le cancer du sein. Et vous savez, les femmes sont souvent victimes de cette maladie. Et généralement en zone rurale, elles ne savent même pas ce que c'est, parce que ça arrive comme ça. Et puis bon, c'est quand la maman souffre, après, elle appelle sa fille en ville, bon, on vient d'apprendre et puis on se rend compte que c'est le cancer. Et c'est une très bonne chose aussi que nous ayons une diaspora très active comme l'une d'Afrique qui permet aussi de poser un autre regard de la diaspora sur les problèmes que vive l'Afrique. Parce que ce n'est pas toujours à l'intérieur qu'on peut trouver des problèmes. Il faut penser aussi aux autres peuples qui ont eu leur diaspora très active, qui font qu'ils vivent. Je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité. Mais nous aimerons aussi en Afrique avoir une diaspora très solide qui nous permet d'aller de l'avant. Parce qu'ils peuvent nous apporter ce que nous ne voyons pas. Par exemple, vous les médias, vous voyez beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Un peu, je ne pense pas avoir, si j'ai répondu, s'il y a d'autres choses, voilà. C'est vrai que l'autonomisation de la femme, les gens ne le comprennent pas toujours. Parce que, en fait, l'autonomisation de la femme est un concept qui a été introduit par les Nations Unies en 2000. Lorsque, après toutes les conférences qu'ils ont effectuées, tous les travaux, toutes les statistiques, ils se sont rendus compte que la femme doit être au centre du progrès. Et ils avaient défini à l'époque des objectifs qu'ils appelaient objectifs pour le millénaire du développement. Et il y avait 8 objectifs, et parmi ces 8 objectifs, le troisième objectif c'était consacré à la femme, l'autonomisation de la femme et surtout l'égalité sexuelle. Ce sont des mots qu'on ne comprend pas très bien, parce que ce n'est pas toujours très bien expliqué. En fait, parce que quand on dit l'égalité de la femme, les gens se disent, mais comment la femme peut être égale à l'homme et tout ça. Mais non, on dit l'égalité de droit. On dit l'égalité, si tu manges, que je puisse manger. On dit, si nous travaillons, nous effectuons les mêmes horaires, il faut que les salaires ne soient pas plus élevés chez l'homme que la femme. C'est ça qu'on appelle l'égalité. C'est pas, on ne sera jamais égal
biologiquement à l'homme. Et l'autonomisation de la femme, c'est, disons, lui donner les compétences, les qualités nécessaires pour qu'elle puisse se prendre en charge elle-même, qu'elle puisse participer à des décisions. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend dans nos États en Afrique, où la femme ne participe pas tellement. Regardez les proportions des femmes députées, proportions des femmes dans un gouvernement, ça ne fait même pas 10%. Bon. Alors que la femme, elle a aussi son mot à dire, et le mot à dire n'est pas toujours le mot des hommes. Moi, je vois, par exemple, dans les pays qui affrontent des situations de guerre, les femmes qui se lèvent aujourd'hui pour dire aux hommes, arrêtez la guerre, arrêtez vos problèmes d'intérêt. Nous, on a des enfants à nourrir, et puis demain, quand vous allez en guerre, c'est nos maris qui meurent, c'est nos enfants qui meurent. Et nous voyons des villages où il n'y a pas d'hommes valides, il n'y a que des femmes. Alors, qu'est-ce que la femme peut faire quand elle est dans cette situation? Il faut qu'on lui ait appris disons, à trouver des ressources, au moins pour prendre en charge tous ceux qui sont à sa charge. Et l'autonomisation, c'est aussi économique. Il faut qu'elle puisse aussi avoir des entreprises, qu'elle puisse monter des entreprises. Ça ne se fait pas facilement, mais il faut lui donner une formation. Si la femme a une formation, même si elle est en milieu rural, il faut lui donner la formation nécessaire pour créer des coopératives, pour comment vendre ensemble, pour avoir le maximum de bénéfices. Elle le fera. Elle le fera. Donc il suffit seulement qu'il y ait une formation pour lui donner les capacités nécessaires. Hein, vous voyez, dans le milieu politique aussi, il y a l'autonomisation politique. Il faut que la femme puisse aussi être à l'Assemblée. Il faut qu'elle puisse être maire. Il faut qu'elle puisse être députée. On ne dit pas que pour être député, pour être maire, il faut être sorti d'agrégé quelque part. Non. La femme a les capacités de gérer les trucs. Et d'ailleurs, elle les gère encore plus, de manière plus, disons, au bénéfice de la population. Parce qu'on a constaté que 90% des ressources de la femme vont à la famille, c'est-à-dire les enfants, envoyer les enfants à l'école, soutenir la maman qui est malade, voilà. Alors que ce n'est pas évident pour les hommes. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la formation, évidemment, on ne peut pas faire une formation sans éducation. Et l'éducation, nous demandons au moins d'avoir une éducation, le niveau primaire, au moins jusqu'au CM2. Quand la femme peut aller jusque-là, elle peut au moins lire tout ce qui accompagne les modes d'emploi, des médicaments, parce que généralement, on achète des médicaments, elle ne sait pas lire, elle dépasse la dose et puis ça crée d'autres problèmes. Donc l'éducation est au centre de l'autonomisation de la femme. Il faut qu'elle sache lire, qu'elle sache écrire. Et donc le problème de l'alphabétisation, vous savez que les 3 quarts, je ne sais pas, je dirais les 3 quarts, mais une grande population africaine est analphabète. Et c'est surtout les femmes. Or la femme, elle est la mère, elle est la cultivatrice, elle est celle qui envoie de l'eau. Elle ne peut pas rester analphabète. Il faut qu'elle puisse avoir des qualités pour pouvoir accéder à d'autres, ne serait-ce que pour pouvoir gérer. Parce que si elle a une coopérative au village, il faut qu'elle sache ce que c'est que le bénéfice, ce que c'est que les recettes, et bon, ce que c'est que les dettes, l'endettement à leur niveau. Parce qu'actuellement, nous avons par exemple des structures de finances qui s'installent en Afrique, qui prêtent l'argent aux femmes. Mais on prête l'argent, on vous donne parfois des modes de remboursement et des taux de remboursement qui dépassent les taux bancaires. Alors, on vous prête 30 000 et puis finalement, lorsque vous devez rendre par exemple 45 000. Parfois, vous produisez quelque chose que vous vendez, disons, votre recette c'est 2500, or vous devez rembourser 2500 plus. Donc, elle ne sait pas. Comme elle n'a pas appris, elle n'a pas de formation, elle ne sait pas lire et écrire, donc elle ne peut pas voir tout ça. Et normalement, nous devions même, nous les femmes, nous prendre en charge, c'est ceux qui savent pouvoir aller éduquer les femmes qui sont en milieu rural. Parce qu'il ne faut pas attendre cela des hommes. Il faut que nous commencions à former, et d'ailleurs à travers l'Afrique, il y a beaucoup d'ONG maintenant qui ont compris la nécessité d'aller vers leurs mères, leurs sœurs, pour leur donner un minimum de formation pour qu'elles puissent être autonomes, même politiquement. Parce que nous avons vu de plus en plus
les femmes députées qui ont battu des cadres, disons, même des professeurs d'université aux élections. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus maternelles, plus proches de la population. La population n'attend pas, ce n'est pas l'argent qu'on vient leur jeter, mais c'est voir que vous vous intéressez à elle. Si elle est malade, vous êtes là. Si elle a perdu quelqu'un, vous êtes là. Si elle est dans des difficultés, vous êtes présent. Or, la femme est plus présente à côté d'une femme qu'un homme. Donc la femme est capable d'être députée, d'être maire, d'être président du conseil régional. Mais seulement il faut que nous leur donnions les compétences et que nous leur donnons l'assurance qu'elles peuvent le faire. Si nous leur donnons l'assurance qu'elles peuvent le faire, elles le feront. Et si nous les encadrons, elles le feront. Et d'ailleurs, un des objectifs des Nations Unies, c'est d'arriver à la parité 50-50 en l'an 2030, puisque ça fait partie des plans du deuxième programme, qui est le programme ODD, c'est-à-dire les objectifs du développement durable. Arriver en 2030 à la parité 50-50, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, s'il y a 50 hommes, il doit y avoir 50 femmes. Ça veut dire qu'à l'école primaire, il doit y avoir autant de filles que de garçons. Ça veut dire à l'université, il doit y avoir autant de filles que de garçons. Voilà ce qu'on appelle l'autonomie et la parité. C'est toujours très difficile de parler de soi, parce que bon, il y a des livres, bien des textes qui le font. Moi, par exemple, j'ai fait mes études secondaires et supérieures en France. Et je suis allé du BEPC jusqu'au baccalauréat dans les lycées. Et puis après, j'ai fait l'université Paris 6, Paris Dauphine, et jusqu'au doctorat d'État en mathématiques et à l'agrégation. Maintenant, après, j'ai commencé mes enseignements ici à Paris 7, à l'université Paris 7, comme maître assistant de mathématiques. Et puis après, je suis rentré en Côte d'Ivoire et avec mon époux, et j'étais à l'université, on appelait ça l'université d'Abidjan. Maintenant, c'est devenu l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, j'ai fait presque toute ma carrière, mais avec, comme nous sommes au monde universitaire, des conférences internationales, des séjours dans d'autres universités à travers le monde. Et voilà ce que je peux dire brièvement. Et bon, j'ai occupé pas mal de postes sur le plan international. J'ai été membre du conseil de l'Université des Nations Unies à Tokyo, et membre du conseil du Centre des Nations Unies pour le développement, la science et la technologie à New York. J'ai été membre du premier bureau de l'Union panafricaine de la science et la technologie au service du développement, qui avait été créé dans les années 87 pour justement développer la science et impulser la science au niveau des jeunes en Afrique. Et vous savez que le problème qui se pose dans ces genres d'organisations en Afrique, c'est le problème de financement. Le problème de financement, déjà, nos États s'endettent, à fortiori des organismes qui sont sur le terrain. Et puis, bon, nous avons créé tout récemment l'association des femmes mathématiciennes africaines, parce que maintenant, il y a pas mal de doctorats, de femmes qui ont le doctorat, de professeurs d'université et de doctorantes. Et nous avons vu que, justement, à travers les liens entre les femmes, ça permet plus aux autres de progresser. Parce que lorsque vous allez vous voyez des jeunes filles qui sont sur les bancs de l'école de lycée, qui ont un prof de maths qui est un homme, ben, elles se disent c'est pas possible. Pour moi, je peux pas, c'est un homme, c'est pas. Mais quand les profs de maths sont des femmes, ben, les filles, elles sont plus attentives, elles se disent ben, c'est possible. Et moi, ma chance, c'est que mes professeurs de lycée de maths étaient des femmes. Puisque j'ai évolué dans des lycées de filles à l'époque. Et nous militons pour qu'il y ait encore des lycées de filles. Parce que la proximité, la mixité en Afrique ne joue pas toujours en faveur de la fille. Quand elles sont entre elles, et puis quand on voit une femme qui est prof de maths, on se dit moi aussi je peux. Quand on voit une femme qui est prof de physique, on dit moi aussi je peux. Quand on voit une femme qui est prof de chimie, on dit je peux aussi. Mais quand on ne voit que des hommes, les femmes se disent ben, ce sont des métiers, ce sont des
des domaines réservés aux hommes. Et donc voilà, en gros. Et disons, si j'ai choisi la carrière, j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai choisi d'enseigner à l'université parce qu'à l'époque, nous étions dans les lycées de filles, et nous voyons nos profs de lycée, les dames qui primaient, elles avaient le ménage, elles avaient tout à faire. Quand elles rentrent le soir, elles doivent faire coucher le bébé, langer, et il y avait beaucoup d'heures. Donc on s'est dit, mais ça, on a regardé un peu l'échiquier, on a vu qu'à l'université, on avait un peu plus de temps libre pour s'occuper de sa famille. Mais pour aller à l'université, il faut gravir les échelons, il faut faire licence, baccalauréat, licence, maîtrise, doctorat, etc. Et les femmes pensent que c'est difficile, c'est pas difficile. Il faut seulement se fixer des objectifs. Je veux être libre, je veux être autonome. Comment faire dans mon métier? C'est comme dans votre métier de la communication. Vous aussi, vous choisissez. Les femmes qui sont dedans choisissent en fonction de leurs occupations familiales et tout, comment progresser. Et nos femmes doivent aussi voir, et nos filles qui sont à l'école doivent aussi voir comme ça. Je veux être quelqu'un, je veux être pourquoi. Il ne faut pas... Aujourd'hui, ce n'est plus la période où la femme s'assied à la maison pour mettre le vernis pendant que l'homme travaille. Ce n'est plus possible. C'est plus possible. Nous sommes obligés d'aider. Et c'est pour ça qu'on dit l'autonomisation de la femme. C'est pour aider l'homme à assurer les charges de la famille. Parce qu'un salaire aujourd'hui ne suffit plus. Un salaire ne suffit plus. La femme doit faire en sorte qu'elle puisse contribuer aux charges du ménage. Le mot de la fin, c'est que j'encourage les femmes à épouser ce concept d'autonomisation, parce que c'est ça qui va permettre le développement durable de nos États. Il faut des femmes dans tous les secteurs, pas des femmes, pour dire on a féminisé le secteur, mais des femmes qui ont la capacité. Bon, les capacités s'acquièrent par l'acquisition du savoir. Le savoir, ça se donne. Donc il faut qu'on puisse donner aux femmes le savoir nécessaire pour être autonomes et pour participer activement au développement de leurs États, par leur force, et aux côtés des hommes, parce que quand les hommes entendent automatisation, ils pensent que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'eux, mais non. On veut dire on les complète. Le monde est devenu plus complexe, donc vous ne pouvez plus vous battre avec les armes d'avant. Il faut que la femme soit à vos côtés, qu'elle vous épaule. L'éducation des enfants repose sur elle aussi. Parce que quand vous êtes au travail, elle est à la maison. Mais si elle ne sait pas, elle n'a pas un niveau pour éduquer les enfants, là, vous voyez ce que les enfants peuvent devenir.